Christian Boucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Logos. Vous êtes ici pour la dédicace de l'ouvrage qui consiste en fait en un dialogue Oui, sur votre parcours. oui, on peut considérer ça un peu comme mes mémoires, quoi. Enfin, mémoires de 55 ans de combat, à peu près, quoi. Voilà. Mémoire donc NR, nationaliste et révolutionnaire. Vous évoquez donc les différentes étapes de votre parcours qui a commencé chez les royalistes. Oui, j'étais... En fait, je suis de l'ouest de la France. J'étais d'une famille qui était monarchiste traditionnelle. Ça existait encore quand dans ma jeunesse, c'était encore quelque chose qui était pas si rare que ça dans les campagnes. Il y avait des familles traditionnellement royalistes, quoi. Ça doit remonter du côté de mon père, ça doit remonter jusqu'à la Révolution française, quoi. Et donc dans votre cas, à l'époque où vous avez commencé, c'est l'organisation qui s'appelle encore du reste la Restauration nationale, qui est héritière d'Action Ouais, française. ouais, ouais. Et elle va connaître une scission qui va donner la nouvelle Action française, qui sera ensuite la nouvelle Action royaliste. Et vous dites que la cause de cette scission est identique à celle de toutes les crises qu'a connues la Restauration nationale. Une équipe dynamique développe le mouvement et se trouve rapidement en but à ceux qui contrôlent administrativement l'organisation. Alors la question est, quelles sont les autres crises auxquelles vous faites référence? Et est-ce que vous avez constaté ce phénomène, ce type de cause de scission ailleurs, en dehors de la mouvance royaliste? Alors, les autres scissions, il y en a eu à la F des scissions, dont beaucoup de petites d'ailleurs, mais il y avait déjà eu la Nation française qui était plus ancienne. Après la NAF, il y en a eu un petit lot d'autres, dont celle de la Garde Blanche. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de la scission de la Garde Vous Blanche. l'évoquez dans le... Ouais, et puis il y a eu aussi Fin des années 90. oui, une autre scission dont j'ai oublié le nom. Et puis il y a eu aussi les gens de la génération Maurras aussi. Alors, j'ai l'impression que c'est un problème spécifique à l'Action française où il y avait une tradition, la direction se transmettait de manière familiale. Hein, il y avait Pujol qui était le fils de Pujol, Juel qui était après le fils de Juel aussi, quoi. Et c'était très tenu par des gens plutôt âgés, hein, extrêmement peu modernes en fait, qui correspondaient très mal aux ambitions de la jeunesse, quoi. Et qui avait sans doute pas envie de faire grand-chose, il voulait juste maintenir la boutique en marche. Ça fait penser un peu à ce qui a été reproché quelquefois au Le Pen, dans le cas du Front National, ce côté familial, transmission familiale. Oui, alors, quand même changement d'échelle, évidemment. Oui, changement d'échelle, changement aussi de personnalité, quoi. Ouais. Oui, aussi. Oui. Changement de personnalité, parce que Le Pen, il y avait de la prestance, quoi. Alors que de l'autre côté, c'était quand même beaucoup plus rabougri, si je puis dire, quoi. Mais ce phénomène des scissions causées par la gestion, enfin, l'écart entre ceux qui contrôlent administrativement l'organisation, comme vous dites, et ceux qui sont dynamiques, vous l'avez vu aussi ailleurs dans votre parcours militant? Non, mais j'ai l'impression que ça arrive parfois à l'extrême gauche. Là, il y a eu une scission récemment au Parti pour la reconstruction du Parti communiste français, quelque chose comme ça. Il y a un groupe qui s'est séparé et j'ai bien l'impression que c'est à peu près la même chose, quoi. Mais non, je l'ai pas vu de manière fréquente. Parce que en fait, j'ai pas vu de groupes radicaux où il y avait autant de personnes âgées que la Restauration nationale. La Restauration nationale se caractérise quand même par une pyramide militante où la pointe est assez large. Alors que dans la plupart des groupes radicaux, il y avait quasiment que des jeunes. Et donc, il y avait pas. C'était des jeunes qui militaient entre jeunes, quoi. Alors que la Restauration nationale, c'était des jeunes qui militaient avec des vieux. Et c'était ça qui créait sans doute la difficulté, quoi. Alors, au chapitre des pratiques organisationnelles, il y en a une qui m'a frappé, dont vous faites part, et c'est celle que vous avez mise en place, je crois, à l'époque de Nouvelle Résistance. Oui. Et parce que vous en soulignez vous-même le caractère inhabituel dans ce qu'on va appeler, pour aller vite, l'extrême droite française. Mais à mon avis, en revanche, elle n'est pas du tout inhabituelle à l'extrême gauche. Et en fait, c'est une tendance qu'on pourrait appeler un peu cléricale à l'excommunication. Alors, je vous cite. Celui dont nous nous séparions n'était pas un ex-ami, mais un salaud.
J'avais pour ce faire créé dans notre bulletin intérieur une rubrique, les poubelles de l'histoire, où les identités des exclus étaient exposées avec les raisons de leur exclusion, habituellement résumées à deux: manquement à la discipline et à l'honneur, et contact avec la réaction. Ouais. Voilà, j'en ajoute d'autres. J'avais aussi décidé que que nous nous implantions dans une ville. À cette occasion, nous devions y devenir par tous les moyens hégémoniques, en n'hésitant pas parfois à un petit peu intimider, disons. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, est-ce que c'est... vous dites d'ailleurs que vous avez pris du recul par rapport à ces pratiques, mais est-ce que... donc c'est inhabituel à l'extrême droite, comme vous dites, mais est-ce que ça ne ressemble pas justement à des pratiques un petit peu... alors vous dites sectaires, mais des pratiques aussi d'extrême gauche Ah, c'est possible, je sais pas. Là, j'avoue que je sais pas. Nous, on l'a mis en place, c'était Nouvelle Résistance et c'était Troisième Voie, c'était la deuxième partie de Troisième Voie avec Malirakis, et puis on l'a tenu à peu près jusqu'à Unité Radicale, quoi. D'accord, donc de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près, ouais. Et bah, c'était pas sympa comme comportement, quoi. C'était pas sympa. Moi, je me souviens d'un malheureux jeune homme qui était venu tenter d'implanter le PNF, je crois, à Nantes. Putain, les ennuis qu'il a pu avoir, quoi. On lui a expliqué qu'il fallait pas. Ben, il a insisté, il a vraiment eu des ennuis, quoi. Vraiment eu des ennuis, quoi. Et puis on était quand même des salauds. Enfin bon. Voilà. Et je me souviens à Nice, d'ailleurs, ça s'est retourné contre moi parce que quand il y a eu la fin d'Unité Radicale, j'ai été invité à Nice par des gens qui étaient des dissidents la succession unité radicale a été prise par il y avait Fabrice Robert, Vardon et des gens comme ça, et ils n'ont pas fait l'unanimité, donc il y en a quelques-uns qui m'ont invité, eh bien, ça s'est réglé au couteau, quoi. J'ai failli perdre un œil. Enfin, ça a été une bagarre monstrueuse. Vardon a failli m'embrocher avec une cuillère, en plus pas avec un couteau. C'est des choses assez étonnantes. Oui, oui, on n'était pas des. On vivait la politique sérieusement, quoi. Il n'y a pas de raison de faire de la demi-mesure ni quoi que ce soit. On était une certaine virilité dans l'action, quoi. Alors, il y avait aussi de la gigue-trop. Alors ça, c'est l'époque, fin de Troisième Voie, au début de Nouvelle Résistance, guerre du Golfe. Donc c'est déjà Nouvelle Résistance à ce moment-là. Ouais. J'ai noté les slogans dont vous étiez à l'origine. Saddam, fais-nous rêver. Après le Koweït, Israël. Oui. Ça, c'était pour la première guerre du Golfe. Ouais. Et non au Coitus interruptus. Oui. Ça vaut le coup de rééditer des affiches pareilles. On s'était inspiré des groupes Antifa qui faisaient énormément d'autocollants. Et on a eu une production d'autocollants phénoménale, mais vraiment phénoménale. Et on essayait de faire des autocollants qui parlent aux gens, quoi. Pas des petits trucs gentils, quoi. Et on a fait des autocollants d'une violence assez rare. Et ben, ils ont marqué parce que j'en vois encore réapparaître de manière régulière. On avait une jeune femme enlacée par un jeune homme bronzé et c'était marqué « L'immigration est un vice de bourgeois ». On avait un antifa, je ne sais plus ce qu'on avait marqué, mais c'était aussi d'une violence assez forte, quoi. Il n'y a pas de raison d'être modéré, en fait. Faut que le slogan marque, quoi. Alors dans ces récits, enfin c'est tout ce que vous confiez de votre vie militante, donc vous parlez des uns des autres. Et alors il y a un mot qui revient souvent et qu'on connaît bien quand on connaît la vie militante, c'est le mot grenouiller. Mais alors, pour les gens qui connaissent peut-être pas assez bien, il faudrait leur dire ce que ça veut dire. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de grenouillage dès qu'on parle de militantisme, et spécialement peut-être dans le camp nationaliste? On va voir, c'est pas, on va voir ce qu'on peut faire à droite ou à gauche, quoi. Oui. C'est pas forcément très sérieux, mais on va jeter un coup d'œil, quoi. Mais l'idée si c'est une grenouille, c'est un marais, quoi. Ouais, c'est quelque chose. C'est un milieu ambiant dans lequel finalement on se tient au chaud. Ouais, on va voir, quoi. Ouais, on va voir. On est entre nous, c'est pas. Voilà. Alors, on a fait des trucs beaucoup plus intéressants que ça dans le militantisme, hein. Ce qui nous a sans doute marqué comme courant, c'est notre capacité à faire de l'entrisme.
Oui, alors Ça, justement, oui, ouais. oui. C'est assez impressionnant, oui. Alors, vous avez fait peu l'objet d'entrisme policier, mais en revanche, vous avez pratiqué l'entrisme. Ouais, 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 ouais. On a contrôlé. Alors, le coup le plus fou, c'est que. Enfin, le coup le plus fou, je sais pas si c'est le plus fou d'ailleurs. Euh, on avait vu. On s'est dit, bah tiens, les Verts étaient en train de se lancer. Et on s'est dit, mais ils ont un mouvement de jeunesse. On pourrait prendre le contrôle Ah oui, c'est le fameux écologie. écologie, oui. Oui. On pourrait prendre le contrôle du mouvement de jeunesse. Donc on a fait adhérer nos militants, voilà. Et on aurait sans doute pris le contrôle. On aurait sans doute pris le contrôle, mais les renseignements généraux, parce que nous, il n'y a pas eu de fuite de notre côté. Et les Verts l'ont su quelques jours avant le congrès, donc je pense que c'est les renseignements généraux qui l'ont dit. Alors, comment ils ont procédé pour Et ben, épurer après? Parce que ils étaient. En fait, il y avait une chose auquel on n'avait pas pensé, c'est qu'ils étaient extrêmement peu nombreux. Il n'y avait quasiment pas de jeunes écolos. ils Et viraient tout le monde alors. ils ont viré tous les groupes où il y avait plus de 3 personnes. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc ils ont viré pas mal de monde. Et je crois qu'après ils ont reconstitué un groupe. Bah, si vous voulez, en Loire-Atlantique, il y avait 3 membres. Il y en avait 2 qui étaient de chez nous, quoi, à écologie. Quoi. Voilà. Mais on avait aussi infiltré un mouvement breton qui s'appelait le Parti pour l'organisation de la Bretagne libre. Quoi. Bon, eux, ils s'en sont rendus compte aussi, ils nous ont virés. Mais on avait pris le contrôle dans le cadre de nos trucs écologiques, on avait pris le contrôle d'Earth First en France. Et Earth First, eh ben, très curieusement, ils s'en foutaient. Et tout ça, ça s'intégrait dans la stratégie du Front européen de libération. Oui, alors c'était notre stratégie. En fait, c'était l'unité des périphéries contre le centre. Donc, on voulait unifier les opposants au système. Quoi. C'est là, ce qui est intéressant, c'est que ça résonne tout de même pas trop mal avec l'époque actuelle. Ouais, mais le problème, c'est que vous n'avez pas d'opposants au système, ou quasiment pas d'opposants au système. Quoi. Tout ce qui est révolutionnaire de gauche, c'est une participe. À l'époque où nous faisions ça, on a eu des contacts, par exemple, avec Aurillac, qui était un ancien des Brigades Rouges, je crois, c'est ça? Non, pas des Brigades Rouges, d'Action Directe. On avait des contacts tout à fait courtois avec voilà, on a eu des contacts avec Carlos. Enfin bon, on passait assez bien, quoique ostensiblement fasciste, on passait plutôt bien. Et on a contrôlé Earth First pendant je ne sais combien d'années. Ce qui m'a amené à faire des actions d'éco-warrior. J'ai été répandre du désherbant dans des golfs. Enfin bon, des conneries comme ça, quoi. On avait des actions. Ouais, on faisait ça en Earth First, quoi. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on ne se soit jamais fait. Alors que partout ailleurs où ça s'est su qu'on avait infiltré, quoi, on n'a jamais eu de problème, quoi. Moi, on avait fait une campagne aussi pour. À l'époque, il y avait la Loire fleuve vivant, qui était. On avait participé à la campagne, ça s'était très bien passé. On avait participé à la défense de la vallée d'Aspe aussi. Et ça s'était aussi bien passé. Les gauchos n'étaient pas partout à cette époque-là, moins que maintenant, sans doute parce qu'il n'y avait pas Internet. Quoi. On avait moins sectaires aussi, peut-être. Ouais, bon, je pense qu'ils étaient surtout moins nombreux. Quoi. Moins nombreux, et puis il n'y avait pas Internet. Je crois que c'est ça qui change beaucoup les choses. Quoi. Ouais. Ils n'avaient pas la capacité de lancer des campagnes sans arrêt. Quoi. Alors après l'aventure Nouvelle Résistance, c'est une autre forme d'entrisme. C'est l'entrisme, mais déclaré, ouvert au Front National, avec Unité Radicale. Je saute peut-être un petit peu quelques étapes, mais ça mène assez vite à la scission ensuite au sein du Front National, qui a marqué les gens qui ont connu l'époque, en 98, c'était quelque chose. Et vous faites le choix avec d'autres d'aller du côté du MNR. Alors vous dites bien tous les paradoxes qu'avait ce courant, qui devait être surtout constitué de cadres, avec une base militante un peu resserrée, et en même temps, il a des paradoxes d'orientation stratégique énormes, et donc ça ne pouvait pas durer très très longtemps. Nous, c'était une erreur. C'était une erreur, on aurait bien mieux fait de rester au front. Mais ce qui est le plus marquant dans cette histoire-là, c'est qu'on n'était quand même pas uniquement décisionnels. Il y avait des gens qui nous donnaient des conseils. Voilà. Et il y avait des gens qui nous donnaient du conseil qui étaient à l'époque au front ou proches du front et qui nous ont poussés à partir avec Maigret. Bon, le plus marquant, moi ce que j'ai quand même trouvé fou, c'est que les 3 personnes qui ont joué un rôle là-dedans, sont toutes restées au front.
On est parti, on a suivi leurs conseils, on est parti, ils sont tous restés au front. Il y en a sur les 3, il y en a 2 qui ont fait une belle carrière au front après. Après nous avoir poussé de partir chez Maigret, le Pen est fichu, allez-y, voilà, voilà. Et puis voilà, il y en a un qui est toujours, il y en a un dans le lot qui est toujours, qui doit être dans l'entourage de Marion Maréchal actuellement. Et voilà, et puis d'autres qui ont fait des affaires financières avec le front. Voilà, nous on est partis, et puis après, assez rapidement, alors on a joué un rôle assez important au MNR, parce que le MNR n'avait pas grand monde, enfin assez rapidement a eu beaucoup moins de monde, après les gens de Vial sont partis, et on est resté, il y a eu une période où on est resté quand même une grosse base, une base du... Vers 2003-4. Ouais, sur la fin, quoi, ouais, sur la fin. On était quand même on pesait, quoi. On pesait au sein du MNR, ils avaient besoin de nous, ils avaient fait rentrer des gens de chez nous à de leur conseil national ou quelque chose comme ça, quoi. Et pour comparer, disons, les phénomènes, il y a eu une bonne dizaine d'années plus tard, même 15 ans plus tard, l'opération, enfin on appelait ça opération Zemmour, avec Reconquête, et vous ne voyez pas, il y a un fort parallélisme entre l'opération Maigret et l'opération Zemmour. Comparaison n'est pas raison, enfin, mais il y a quand même des éléments communs. Enfin, on retrouve déjà dans le personnel certaines personnes. Oui, vous, pas de foi. Non. Pas de foi, oui. Non, oui, c'est... Ouais. Moi, ce que je me suis toujours demandé, alors après, avec le recul, moi je me suis toujours demandé si c'était pas des manœuvres, la scission de Maigret, si c'était pas des manœuvres policières. Ouais. C'était Pasqua à l'époque, si c'était pas des manœuvres. Alors avec des gens parfois d'ailleurs qui peuvent être manœuvrés de toute bonne foi. Oui, tout à fait. De toute bonne foi. Mais vous avez un truc vous avez eu un truc aux États-Unis, Contel Pro, je crois, qui a été mis en place, qui était toute une technique pour manipuler les groupes radicaux et les faire éclater. Et je me suis demandé très souvent si c'était pas ce qui s'était produit avec la scission du MNR. Si on n'avait pas généré des conflits de toutes pièces et poussé les gens à partir et tout ça, quoi. Après, pour Zemmour, il y a sans doute aussi de la manipulation en faisant sortir quelqu'un qui est de sous le chapeau et lui trouvant des harkis pour aller l'aider, quoi. Oui. Ce qui était hallucinant, enfin, moi c'est que j'ai vu les mecs les plus antisémites, les plus radicaux et tout ça, se précipitant pour soutenir un Zemmour qui assez rapidement n'avait pas du tout envie qu'il soutienne, en fait, quoi. On ne pas les noms, on les connaît. C'était truc d'une absurdité sans nom, quoi, d'une absurdité sans nom, quoi. Pour changer de sujet, quoique, vous évoquez souvent ce que vous appelez la dissidence psychiatrique. Et dans cet ouvrage, vous parlez de lunatic fringe, donc les zinzins des marges, quoi. Alors, ils ont souvent droit à vos sarcasmes. Alors, la première occurrence dans ce livre, ça vient avec les survivantistes. Et ceux qui attendent la venue du grand monarque. Et alors, à l'époque où vous les évoquez, ils disent c'est bien avant Internet. C'est encore 15 ou 20 ans avant l'arrivée d'Internet. Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée d'Internet, des blogs, puis des réseaux sociaux pour moi, j'ai connu, en fait, il y a un certain nombre de révolutions matérielles. Parce que quand j'ai commencé à militer, pour sortir un tract et faire un journal, soit il fallait aller chez un imprimeur et ça coûtait de l'argent, soit on avait des Ronéo à l'époque, des Gestetner. Une Gestetner, c'était compliqué, il fallait taper le texte à la machine, pas faire de fautes, enfin, c'était un taf vraiment. Et il y avait très peu de gens qui le faisaient. Et il n'y avait que les meilleurs qui le faisaient, parce qu'il fallait la capacité. Après, on est passé à la photocopie. La photocopie, c'était quand même beaucoup plus facile. Donc on a vu apparaître les fanzines. On a commencé à voir les Frombas qui faisaient des fanzines. Et puis après, on a eu Internet qui arrivait. Et alors là, Internet, n'importe quel abruti peut parler devant un micro. Et là, on a vu se multiplier les blaireaux qui vous racontent leurs conneries, quoi. Et qui sont mais qui ne savent rien et qui s'imaginent tout connaître, quoi. Et qui vous racontent... alors,
sont-ils convaincus de ce qu'ils disent? S'ils sont convaincus de ce qu'ils disent, c'est extrêmement angoissant, quoi. C'est extrêmement angoissant. Soit c'est des escrocs, soit c'est des imbéciles. Il n'est pas exclu que ça soit des imbéciles qui soient des escrocs. Mais c'est effondrant, c'est effondrant, c'est effondrant. Mais à tout point de vue, c'est effondrant. Voilà. Et alors, chez certaines personnalités, c'est lié à une maladie mentale qui s'appelle la paraphrénie. Hein. Paraphrénie, ça atteint les gens à partir de 50 ans à peu près, et c'est une folie connue, c'est le fou à système, si vous voulez. Donc quelqu'un qui a été totalement intégré dans la société, qui est quelqu'un de normal, tout à fait intégré, et qui se met à avoir des idées un peu bizarres, et à développer ses idées, et à créer un système cohérent. Une bonne partie des complotistes qu'on peut voir, c'est de ce niveau-là. C'est de ce niveau-là. Et alors, quand vous les évoquez, alors, parfois ces zinzins donc, vous ont attaqué, ainsi que d'autres, hein, et donc vous dites, au moment d'évoquer justement la réaction face à ces gens-là, surtout ne pas se justifier. Ça m'a beaucoup intéressé. Bah oui, non, pourquoi vous savez, moi je pense qu'on ne peut discuter qu'avec un égal. Voilà. Je peux discuter avec Alain de Benoît. Je ne pense pas que je sois à l'égal d'Alain de Benoît, mais bon, je peux discuter avec Alain de Benoît. Je peux discuter avec Alain Soral, je pense que ça ne pose pas trop de problèmes. Mais attendez, je ne vais pas discuter avec un QI à 2 chiffres qui m'explique que, je ne sais pas, moi, que les reptiliens dominent le monde. Et je vais pas expliquer que ma grand-mère était juive et que mon oncle est pédé. Non, il n'y a pas de justification, à donner, quoi. On peut leur conseiller de prendre un cachet, de prendre leur cachet. Même leur claquer le museau, c'est même pas certain que ça soit utile, quoi. Oui, surtout que souvent on a l'impression qu'ils cherchent de la lumière. Oui, bah, vous attaquez ceux qui attaquent Soral. Alors c'est beaucoup plus intéressant d'attaquer Soral que d'attaquer Christian Boucher, parce que vous allez avoir plus d'audience. Mais on s'attaque en fait habituellement à quelqu'un qui vous est supérieur, parce que ça vous attire, ça attire l'attention sur vous. Hein. Voilà, ça marche dans ce sens-là. Mais c'est de la folie, quoi. Enfin bon, je regarde pas beaucoup, mais je regarde un peu quand même ce que produit tout ce mouvement-là. Putain, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie qui est souvent représentatif des obsessions des gens, qui sont souvent des obsessions sexuelles, hein, qu'en dit long sur eux, et puis qui sont des méconnaissances absolues des sujets qu'ils abordent, quoi. Mais c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant, quoi. Des imbéciles, des ignares, voilà. Mais à qui Internet permet de parler, donc voilà. Alors, est-ce que les gens qui les écoutent les croient? Alors ça, si c'est vrai, ça me laisse de pantois, quoi, pantois. Je sais pas quoi dire, moi, je sais pas quoi dire quand je vois des choses comme ça. J'en connais qui les écoutent uniquement pour faire des montages de leurs meilleurs moments. Oui. Best-of, mais pour le coup humoristique. Hein. Oui, ça je veux bien, mais c'est effondrant, quoi. C'est effondrant. Et il faut quand même une chose, faut quand même dire que c'est pas des gens de chez nous, quoi. C'est pas des gens de chez nous, parce que il y a une limite. Je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est d'extrême droite, si tant est qu'on est d'extrême droite, mais c'est pas parce qu'on est d'extrême droite qu'on doit être extrêmement con. Et il y a une barrière à tracer entre les gens de la raison et les gens de la folie. Voilà, et c'est tout. Et je le dis, il y a des gens avec qui je refuse de communiquer. Je n'accorde pas d'interview à certains parce que, non, moi je suis pas fou. Voilà, donc je suis pas fou. Vous allez discuter avec des malades mentaux si vous voulez, mais pas avec moi. Alors, une question de curiosité personnelle. Je n'ai pas croisé le nom de Pierre Andreu dans votre ouvrage. Donc, est-ce que c'est parce que vous ne l'avez jamais croisé? Si oui, est-ce que c'est un regret? Et est-ce que vous avez... parce qu'il présente à une autre génération, évidemment, certaines analogies de parcours. Oui. Alors, je ne l'ai pas croisé. Je l'ai lu il y a très longtemps, quand j'étais très jeune, quand j'étais en fin d'adolescence. Je l'ai lu, j'ai trouvé que ce qu'il avait fait tout à fait remarquable. Maintenant, c'était déjà un vieux monsieur à cette époque-là, quoi, et qui n'était pas forcément facilement abordable. Ceci dit, je crois que je le dis quelque part, mais je n'en suis pas certain. Tout le courant une partie du courant des non-conformistes des années 30 correspond à peu près avec 40 ans d'avance à ce que j'ai fait par la suite, quoi.
des tas de courants intéressants, avec des tas de noms qu'on a oubliés. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, un type comme Le Corbusier, avant de devenir un architecte célèbre, a été aussi un non-conformiste, a fréquenté tous ces milieux-là. Il y a eu des choses tout à fait intéressantes. Un type qui s'appelle Alexandre Marc, qu'il faut lire, qu'il faut lire. Enfin, il y a beaucoup de choses de ces années-là qui sont un peu oubliées et qui sont sans doute beaucoup plus proches de ce qu'on a voulu faire par la suite que des gens comme Doriot ou Darnan, quoi. Un programme de réédition, peut-être Alors déjà, j'ai entrepris les œuvres complètes de Georges Valois. Georges Valois, donc il y en a qu'un sorti, mais comme j'en avais déjà publié quelques-uns, on doit être à 4-5 livres, 5-6 livres, mais on va s'y mettre, ouais, à raison de 3-4 par an. Je serais peut-être mort avant d'avoir fini, mais bon. Ouais. Pour finir avec une note légère, donc comme vous le dites et répétez, vous vous intéressez beaucoup, enfin, à côté de votre engagement militant, vous vous intéressez de manière scientifique aux cultures marginales, aux sous-cultures. Et donc à quand un colloque co-organisé par Christophe Bourseiller et Christian Bouchet? Ouais. Je crois qu'il ne voudra pas, mais je connais Bourseiller, qui est un garçon charmant que je connais depuis bien longtemps. Partagez ce centre d'intérêt. Oui, que je connais depuis bien longtemps, qui a fait des travaux tout à fait intéressants, quoi. Des travaux intéressants. Maintenant, c'est intéressant, les marges, c'est fascinant, parce que c'est là que les gens vivent, en fait. C'est là qu'on a vraiment une vie, quoi. Vraiment une vie. Alors, les marges religieuses, toutes les marges, hein, toutes les marges sexuelles, il y a des trucs qui sont hallucinants. Je me suis beaucoup intéressé pendant un temps aux modifications corporelles, par exemple, qui sont vraiment des choses assez étonnantes, quoi. J'ai fait de l'ethno, hein, c'est pas un pur hasard. C'est pas un pur hasard, quoi. Je pense que j'aurais pas été un militant d'extrême droite, j'aurais eu une vie universitaire. Voilà. Et j'aurais eu une vie universitaire, j'aurais sans doute enseigné dans des choses comme ça. Bon, mon engagement politique faisait que c'était mal parti dès le départ, quoi. Mal parti dès le départ. Et voilà, mais bon. Mais oui, non, les marges, il faut quand même... toutes les marges religieuses, vous avez des trucs assez... J'ai surtout d'ailleurs écrit... j'ai beaucoup écrit sur les marges religieuses. Ça a été mon premier centre d'intérêt, quoi. Oui, le premier chapitre de ce livre insiste bien là-dessus. Oui. Mmh. Merci Christian Bouchet. Ben, je vous en prie.